CTM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Cela dit, hier, c'était les élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés se sont intéressés à la présentation des membres des bureaux des commissions générales bien sûr et permanentes. Amadou Harouna. L'élection hier des membres du bureau de l'Assemblée nationale a donné les résultats suivants. Premier vice-président Youssani, deuxième vice-président Mahamadou Limon Alhaji Ali, troisième Ayouba Hassan, quatrième Souley Idi, cinquième Elhaji Boulou Mamadou, sixième Sani Ousmane Di NDG. Ont été élus questeurs Djawali Al-Kaboussa, Zakara Karigyo, Soumana Sanda. Ont été élus secrétaires parlementaires Mariama Monzo, Kadiri Dodo, Isiaka Idi Moussa, Ilyassou Dile, Mazidou Boukari, Madame Amina Salimou Lawali. Ce matin, les parlementaires se sont penchés sur la présentation du bureau de commission générale permanente de l'Assemblée nationale. Il faut préciser qu'à travers une déclaration, le député Douda Nouvou a quitté le groupe des Républicains pour rejoindre celui du Zamzama Lumana Africa Kishinkasa. L'Oumma islamique s'apprête à accueillir, à observer, si vous voulez, le mois de Ramadan. Bien sûr, nous allons parler de l'importance de ce quatrième pilier de l'islam pour les croyants. Élément de réponse dans ce extrait de l'islamologue Dr Touri. Les différents gouvernements qui se sont succédés, chacun en ce qui le concerne et à sa manière, selon les moyens dont il disposait, a voulu justement faire en sorte que ces revendications-là puissent être prises en compte sans pour autant remettre en cause l'État unitaire, sans pour autant remettre en cause l'État centralisateur, donc qui était un État, il faut le dire, jusque-là en construction, parce que vous voyez un peu des comportements des acteurs ici et là, selon des situations et des contingences, comment cela s'observe. Donc de ce point de vue-là, il y a eu un effort donc de prise en compte de toutes les revendications qui ont été formulées par les différentes rébellions armées qui se sont succédées, puisque même au niveau de cette rébellion-là, il y a eu beaucoup de phases, il y a eu beaucoup de recompositions d'un moment à l'autre, en tout cas les revendications disons changer un peu en termes de contenu ou en termes d'objectifs qui. Vous venez de suivre autant pour moi l'acteur de la société civile Mamadou Bachar qui nous parle bien sûr de la journée historique du 24 avril, ce qui sera célébré demain, la journée nationale de la Concorde qui consacre bien sûr la signature des accords de paix dans le nord du pays. Cette année, c'est coïncide avec le 25e anniversaire de cette journée et ça se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire. Vous venez d'écouter l'extrait de l'intervention de Mamadou Bachar par rapport à la journée de demain. Vous le retrouverez tout à l'heure en partie magazine. La collecte et la mobilisation des fonds d'aide de solidarité en faveur des besoins pour bien sûr les nécessités n'est-ce pas, cette collecte est due au Covid-19 et bien sûr cette collecte fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon notre reporter, la dernière réaction émane bien sûr du secrétaire général de la CDT, Afan Dejikosi chez Mimini Abdraman. Pour que même un gouvernement prenne ce genre de mesures, il faut des négociations au préalable, il faut un consensus au préalable.
Parce que pour qu'un gouvernement décide de demander aux travailleurs un effort, d'abord il faut que ça soit fait, comme je l'ai dit tantôt, dans un cadre tripartite, c'est-à-dire État, employeur et travailleur, pour que chacune des parties envoie ce qu'elle doit apporter. Que le gouvernement dise voici ce que je pourrais apporter. Il y a beaucoup de mesures qui permettent de mobiliser des fonds. Pour que les employeurs aussi, qu'on puisse dire voici ce qu'ils doivent apporter afin d'arriver aux travailleurs. Mais la lettre qui a été faite par le secrétaire général du gouvernement s'adresse à son personnel, même si je dois dire que même concernant son personnel, la lettre n'est pas appropriée. Il y a eu des institutions où on a fait des cotisations sans que ça ne soit par voie administrative. Parce que quand on écrit pour dire, on fixe même des montants en fonction du grade ou des responsabilités, ça ressemble à une sorte d'imposition. Or, les agents du secrétariat général du gouvernement aussi sont des agents de l'État. Le secrétaire général du gouvernement peut de lui-même dire, voici ma cotisation, comme d'autres responsables des... Vous venez d'écouter le secrétaire général de la CDTN qui parle de la collecte et de la mobilisation de fonds d'aide de solidarité en faveur, bien sûr, des nécessités et victimes du Covid-19. Il était au micro de Afan Bijikosi et Moumni Abdraman. Nous y restons sur ce sujet pour parler bien sûr de l'avènement de ce coronavirus qui tourne bien sûr. Depuis l'avènement, tout tourne au ralenti. Industrie, transport et toute autre chose, n'est-ce pas, qui contribue à réduire de façon conséquente bien sûr la pollution de l'environnement. Que faire donc pour protéger l'environnement, surtout la santé humaine à cette heure de Covid-19 à l'échelle planétaire? Élément de réponse dans cet extrait. En cette période où le monde entier s'est engagé dans la riposte contre le Covid-19, il faudrait, dans de pareilles circonstances, envisager des dispositions allant dans le sens de la préservation du système écologique. Et depuis l'avènement du coronavirus, avec les nouvelles mesures opératoires de confinement et de couvre-feu, l'on assiste à une diminution de la pollution de l'environnement. Le développement est lié à la pollution de l'environnement. Toutes les activités de l'homme qui nous menons sur Terre ont des pollutions, mais à des degrés différents. Quand tu prends le cas même de téléphonie aujourd'hui, les sociétés de téléphonie, elles polluent l'environnement. C'est la même chose quand tu prends les avions. Les avions polluent l'environnement, mais nous voyageons effectivement. Aujourd'hui, il y a des millions d'avions qui ne volent pas. Aujourd'hui, nos activités sont au ralenti. On ne pollue pas. Tous ceux qui produisent, on ne produit pas. Les usines ne mettent pas de gaz à effet de serre. Et ce qui fait que le monde va se régénérer, naturellement l'environnement, mais nous allons être beaucoup plus pauvres comme avant. Mais il n'y a pas de risque zéro. Chaque activité a son avantage, a son inconvénient. Malgré le caractère néfaste de cette pandémie et ses conséquences insupportables, il faudrait noter qu'elle n'a pas que des effets néfastes, car elle a permis de réduire les taux de gaz à effet de serre. Dire qu'on ne peut pas émettre le gaz à effet de serre pour ne pas créer des maladies, encore ça c'est notre problème. Le grand pays industriel, même si on fait de chaque, ils ne vont pas accepter. Nous avons vu au niveau des COP, différentes COP que nous organisons chaque année ou chaque 2 ans à l'international, vous voyez souvent, c'est le pays qui pollue le plus qui refuse de signer des conventions, naturellement, pour le climat. Évidemment, parce qu'ils comprennent que la richesse du monde provient de la pollution. Donc, du coup, il faut mesurer et maintenant trouver des solutions attenantes, des solutions alternatives qui peuvent effectivement nous permettre de vivre très longtemps. Mais si on ne fait rien, le monde risque des effets dangereux. Quand je t'ai dit, on a vu au centre de la météorologie, la perturbation que les effets du changement climatique apportent sur la santé, la perturbation sur l'environnement, la perturbation sur l'alimentation et la perturbation sur même l'économie d'une manière globale. Donc c'est pour dire que, attention, après la pandémie, il faut aller modestement, modérément et voir qu'est-ce qu'il faut faire tout en respectant effectivement l'environnement. Si d'un côté les conséquences liées à l'avènement de cette maladie sont fâcheuses, il faudrait reconnaître que de l'autre, elle aurait permis d'avoir un environnement écologique mieux viable.
Place à présent la partie magazine de ce journal qui sera consacré à l'analyse faite par l'acteur de la société civile nigérienne, Maman Bachar, sur la célébration du 25e anniversaire de la journée nationale de la Concorde. Très bonne réception, au revoir. Les accords signés le 24 avril 1995 visaient pour l'essentiel à restaurer la paix dans le nord de notre pays, sérieusement secoué par ce qu'on appelait en ce temps-là la rébellion armée. Donc cette rébellion armée qui fondait ses revendications sur le délaissement notamment de la principale région nord, notamment Agadez, qui est pourvoyeuse de l'uranium et qui se trouve complètement, oubliée dans les investissements en termes de développement socio-économique de manière générale, et que les ressortissants de ces deux zones-là, notamment de l'Aïr et de l'Azawad, se sentaient plus ou moins exclus du système administratif et même du tissu socio-économique formel de manière générale. Donc c'est entre autres sur cela qu'était fondée cette revendication qui avait eu dans un premier temps un rélan même, séparatiste, puisqu'il visait à créer une entité autonome vis-à-vis de l'État central, donc de l'État du Niger. Comme vous le savez, le Niger est un État unitaire, centralisateur. Donc il fallait soit créer un État entre l'Aïr et l'Azawad. Donc comme vous le savez, depuis la nuit des temps, notamment pendant la colonisation et même un peu avant, il y avait toujours eu ce projet, notamment de l'OCRS, comme parlaient les historiens. Mais pour l'essentiel, en ce moment-là, l'objectif était de parvenir à faire en sorte que notamment les zones d'Agadez et Tawa ne soient pas oubliées par rapport au reste du Niger en termes d'investissement socio-économique et en termes d'intégration des ressortissants de ces deux régions, principalement parce que l'Aïr c'est donc Agadez et Azawad c'est Tawa. Chemin faisant, les différents gouvernements qui se sont succédés, chacun en ce qui le concerne et à sa manière, selon les moyens dont il disposait, a voulu justement faire en sorte que ces revendications-là puissent être prises en compte sans pour autant remettre en cause l'État unitaire, sans pour autant remettre en cause l'État centralisateur, donc qui était un État, il faut le dire, jusque-là en construction, parce que vous voyez un peu des comportements des acteurs ici et là, selon des situations et des contingences, comment cela s'observe. Donc de ce point de vue-là, il y a eu un effort de prise en compte de toutes les revendications qui ont été formulées par les différentes rébellions armées qui se sont succédées, puisque même au niveau de cette rébellion-là, il y a eu beaucoup de phases, il y a eu beaucoup de recompositions d'un moment à l'autre, en tout cas les revendications changer un peu en termes de contenu ou en termes d'objectifs qui étaient visés. Donc sur la base de cet accord de paix, il était convenu justement de procéder à des investissements porteurs dans ces deux zones et de procéder aussi au recrutement de ce qu'on appelle les ex-combattants.
non seulement les ex-combattants qui étaient dans la rébellion, mais également donc un traitement plus ou moins particulier vis-à-vis des ressortissants de ces zones, notamment dans leur intégration dans les différents corps constitués, dans l'administration, etc., etc. Donc c'était des accords assez négociés qui font aussi suite à ce qu'on appelait en ce temps-là les accords d'Alger et tout le processus donc qui a dû accompagner cela. Mais quelques années par la suite, on a procédé ou disons on a constaté la résurgence d'autres types de rébellions comme ce qu'on a appelé en ce moment-là les MNJ et autres, donc qui sont venus plus ou moins d'une certaine façon revendiquer non seulement la non-exécution de ce qui était prévu par les accords de paix, mais de nouvelles revendications, disons aussi de nature un peu séparatiste. Donc par la grâce de Dieu, à partir d'un certain moment, donc ces revendications-là se sont estompées et l'État du Niger a dû également consentir à des recrutements massifs donc de ce qu'on appelle les ex-combattants, mais également une certaine disons discrimination positive vis-à-vis des ressortissants de ces différentes zones, notamment l'Aïr et l'Azawad. Mais, chemin faisant, dès que les clauses contenues dans les accords ont commencé à prendre forme, à produire des effets concrets donc, sur notamment les porteurs des revendications, ça a diminué et il vous souviendra que dans la même lancée certains même étaient intégrés dans le gouvernement, notamment lui-même Rissa Agboula qui était en ce moment-là donc nommé ministre du tourisme et bien d'autres d'ailleurs, donc toujours dans l'esprit justement d'instaurer cette paix et d'évoluer en communion avec nos frères entrés en rébellion. Et comme on dit en Hausa, Zamallahi ya Hizama Dansarki. Donc on voulait à tout prix, malgré que certains accords n'étaient pas conformes à l'esprit républicain, à l'égalité entre les citoyens, à la non-discrimination entre les citoyens devant les services publics. Donc on a fermé les yeux pour véritablement instaurer cette paix-là et vraiment connaître une certaine concorde nationale autour de cette préoccupation. Ces efforts donc assez importants qui ont été accompagnés par les partenaires techniques et financiers ont produit en tout cas des effets induits assez importants et qui ont démontré jusqu'à quel point l'État avait l'esprit justement d'instaurer la paix quel que soit le prix. Et le prix ici à payer, c'était les financements de projets à impact rapide, c'était le recrutement donc des ressortissants de la zone, c'est notamment leur intégration dans l'appareil de l'État de manière globale. Et je pense que de ce point de vue-là, nous avons un des accords de paix le mieux réussi à travers le monde, parce que la résurgence des autres rébellions par la suite n'ont vraiment pas prospéré du fait que les revendications étaient toutes légères quand on regarde et on compare avec donc les efforts déjà consentis par l'État. Donc de ce point de vue-là, je pense que ces accords-là méritaient d'être signés et que l'État du Niger a bien fait de chercher à fumer le calumet de la paix avec nos frères entrés en rébellion. Bon, évidemment, puisque on est dans une situation de crise sanitaire mondiale qui impose un certain nombre de comportements selon les directives
donc de l'OMS, relayée par les autorités sanitaires et politiques de notre pays. Il convient tout simplement de faire cette fête-là de la manière la plus sobre possible en respectant justement ces différentes consignes-là, notamment la distanciation, notamment donc le lavage régulier des mains au savon, notamment donc tout ce qui pourrait en tout cas constituer soit des mesures de protection ou de prévention telles que le port des bavettes lorsque on est dans un cadre public avec beaucoup de gens, etc. Je pense qu'en respectant ces différentes mesures-là, on pourrait en tout cas connaître une fête pas comme les autres, une fête vraiment sobre et assez réduite donc à sa simple expression, mais une fête quand même, parce que quand on parle de pandémie, je pense qu'il faut d'abord éradiquer ou tout au moins réduire substantiellement ses effets avant de penser à la fête en tant que telle, parce que c'est en étant vivant et en bonne santé qu'on peut fêter. Ce journal vous a été offert par STM Pénuré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.